Baignées par les eaux glacées du Saint-Laurent, les îles de Mingan sont un univers fragile où se rencontrent un souffle de vie et des forces mystérieuses de la nature. Au cœur de l'Amérique du Nord, dans la région des Grands Lacs, l'immense voie maritime du Saint-Laurent prend naissance. À son embouchure, dans l'est du Canada, un vaste golfe rejoint l'océan Atlantique. À quelques 1000 kilomètres de Montréal, le fleuve s'élargit et se jette dans le golfe du Saint-Laurent. Au Québec, sur la côte nord, la route s'arrête à Havre-Saint-Pierre, aux portes des îles de Mingan. Au bout de la route, le bateau prend la relève. Une fois la semaine, le fort Mingan relie les villages isolés de la Basse-Côte-Nord jusqu'à la frontière du Labrador. Fondé en 1857 par des Acadiens des îles de la Madeleine, Havre-Saint-Pierre est devenue une ville prospère grâce à l'une des plus importantes mines de titane au monde, située à quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Longtemps, les gens de la côte ont vécu de chasse et de pêche, confrontés à une rude existence, comme les tribus amérindiennes plusieurs siècles auparavant. Aujourd'hui, par sa jetée en eau profonde, Havre-Saint-Pierre constitue un centre économique important pour la région. En 1976, la construction d'une route a rendu accessible ce coin de pays aride et inhospitalier. Aux abords de la ville se dresse un chapelet d'îles inhabitées et encore sauvages. L'archipel de Mingan regroupe une trentaine d'îles et d'îlots longeant la côte sur une distance de 85 kilomètres. Voilà 500 millions d'années, au fond des mers tropicales qui recouvrent le continent, les îles de Mingan commencent à se former, puis émergent de ce grand bassin qui s'appellera plus tard le golfe du Saint-Laurent. Au cours d'une lente mutation de l'écorce terrestre, les îles ont basculé, découvrant des falaises abruptes et de vastes plateformes littorales faiblement inclinées vers la mer. De nos jours, sous un climat boréal, se dessine un profil morcelé, fruit d'une longue évolution géologique. Par sa géologie, l'archipel de Mingan se distingue de la côte nord du Saint-Laurent.
Il est formé principalement de sédiments calcaires, venus s'ajouter à un socle granitique beaucoup plus ancien. Durant des millions d'années, les minéraux transportés par des rivières jusqu'à la mer et les débris organiques provenant de générations de coquillages se sont accumulés en couches successives, aujourd'hui révélées par l'érosion. De composition et de dureté variables, les strates sont de fidèles registres de l'histoire des îles. Ce que le temps a patiemment construit, maintenant la mer le retire. Sur les platiers qui ceinturent les îles, le jeu des marées déblaye le calcaire, et peu à peu surgissent les traces d'animaux qui vivaient jadis dans les mers chaudes de l'Amérique du Nord. C'est aux îles de Mingan que gisent les plus anciens récifs coralliens connus au Canada. L'archipel est jonché de fossiles, dont on dénombre plus d'une centaine d'espèces, pour la plupart des mollusques. Dans ce cimetière naturel, seul le squelette de ces animaux préhistoriques demeure pétrifié. Au cours des 2 derniers millions d'années, le continent fut soumis aux glaciations. Pendant la plus récente période glaciaire, les îles s'affaissèrent de plusieurs centaines de mètres sous le poids phénoménal des glaces. Lors de sa lente progression vers le sud, le pied du glacier a gravé de profondes cannelures sur le sol friable des îles. Après la fonte des glaciers, il y a à peine 11 000 ans, l'archipel fut enfin libéré de son carcan et entreprit son ascension hors de la mer, phénomène qui se poursuit encore à une vitesse estimée à seulement quelques millimètres par siècle. Le visage des îles est modelé au rythme des saisons. Ainsi, chaque hiver, la région est plongée dans une profonde inertie qui durera plusieurs mois. Tandis que la presque totalité du golfe est recouverte par la banquise, celle-ci a peu d'emprise dans la région de l'île d'Anticosti et de la Mingani, en raison de l'intensité des vents et des courants. Les débris de glace échouée s'accumulent en une épaisse nappe qui se soude bientôt au reste de la banquise à la faveur d'une chute de température. Pendant la saison morte, les glaces exercent une silencieuse abrasion de la plateforme littorale. La débâcle printanière ramènera avec elle les débris concassés par le froid hivernal. Dans les crevasses qui parcourent le sol, l'action du gel et du dégel dégage des blocs qui s'effondrent et s'entassent au bas des falaises.
En de rares endroits, les fissures ont découpé des blocs d'une symétrie naturelle. Soulevés et emportés par les glaces, ces blocs dévoilent de mystérieux escaliers, s'enfonçant vers les profondeurs. À un niveau plus réduit, le froid fait éclater les micro-fissures. Sur la falaise, comme sur le littoral, le calcaire se désagrège et s'émiette. Marqués par une interminable érosion, des fragments d'anciennes falaises s'élèvent encore devant la mer. Solitaires, d'étranges personnages taillés dans la pierre semblent défier le temps. Mais peu à peu, ces vestiges disparaîtront sous les vagues, la pluie et le vent, et sous le froid qui fractionne implacablement le roc. Transporté par les courants, le gravier s'amasse autour des îles, construisant des plages et des flèches littorales. Au creux de petites baies, profitant d'abris naturels, des plantes halophytes, adaptées au sel marin, occupent la bordure du rivage. Les espèces rapprochées de la mer sont celles qui résistent le mieux aux embruns, au soleil et à la sécheresse. Occupant des sites légèrement inclinés et bien drainés, les halophytes sont dotés de profondes racines et de feuilles charnues, enduites d'une mince couche cireuse pour contrer l'évaporation. Et c'est le cas de la gentillane des îles, ainsi que de la potentille. Les violentes tempêtes d'automne dispersent des débris de bois et de varech sur la portion la plus reculée du littoral. Dans cette zone poussent des plantes tolérant de rares inondations et portant des noms évocateurs. La zigadène élégante et l'iris à pétales aigus. Par endroits, la végétation s'étend et encercle les rochers ruinés par l'érosion. Les milieux ouverts du littoral constituent un site privilégié pour d'importantes colonies de goélands argentés. Dès le mois de juin, les goélands naissent dans des nids construits au sol, composés de lichens, d'algues et d'autres débris végétaux recueillis autour des îles. C'est à l'âge de 3 ans que les jeunes acquerront leur plumage adulte. Bien qu'il ne soit pas aussi féroce que d'autres prédateurs, le goéland argenté peut s'attaquer aux œufs et aux petits d'autres espèces. Il se satisfait volontiers de restes d'oiseaux et de poissons morts, mais il se nourrit principalement sur les hauts fonds, riches en vie aquatique et source d'approvisionnement inépuisable.
Sur quelques îlots de l'archipel, s'est installée l'une des plus grandes concentrations de sternes du Saint-Laurent. Semblables à de grosses hirondelles de mer, les sternes ont choisi un territoire réduit qu'elles protègent efficacement. Au moment de la reproduction, elles survolent inlassablement leur nid, enrichissant le sol de leurs excréments. Cet engrais naturel a facilité la prolifération de l'angélique, qui dégage une odeur suave. La sterne est plus belliqueuse que son cousin le goéland. Elle est prête à défendre son nid, même contre ses propres congénères. Deux sous-espèces se sont établies sur les îles. La sterne commune, reconnaissable à une tache noire au bout de son bec rouge vif, et la sterne arctique, dont le bec est de couleur uniforme. La nature a doté cet oiseau d'une endurance prodigieuse, lui permettant de franchir les plus grandes distances migratoires au monde, depuis les régions arctiques jusqu'au pôle sud. Les sternes se réunissent souvent sur les platiers, non loin de leurs îlots. Au début de l'été, seuls les adultes sont en mesure de chasser. Même si les jeunes sont aptes à voler dès l'âge de 3 semaines, ils devront attendre quelque temps avant de pouvoir se nourrir eux-mêmes. À marée basse, les platiers se découvrent, faisant apparaître des bassins peu profonds, tapissés d'une abondante végétation marine. Au cours de leur migration automnale, de nombreux oiseaux de rivage font escale aux îles de Mingan. Dans l'eau des bassins réchauffés par le soleil, croissent de petits invertébrés dont se délectent les bécassos. Munis d'un long bec et de pattes fines, les bécassos possèdent une physionomie qui répond bien à leur environnement. Sur de larges plateaux surplombant la mer, se trouve un habitat semblable à la toundra arctique, la lande. La végétation a eu peine à coloniser les anciennes plages de la lande, depuis que les îles ont émergé du Golfe, voilà 5000 ans. Vestiges d'un passé lointain, des falaises mortes et des rochers, autrefois sculptés par la mer, se dressent aujourd'hui au cœur de la lande. Gardiens millénaires des îles de Mingan, ces créatures fantastiques sont les ultimes témoins du relèvement des continents. Au cours de l'hiver, la lande est balayée par les vents violents qui soufflent sur le golfe du Saint-Laurent. Les bourrasques venues du large imposent des conditions rigoureuses à la végétation composée surtout de lichens, d'arbustes bas et de quelques épinettes rabougries, tordues par le vent, dont l'âge peut atteindre 150 ans.
la neige recouvre vallons et sous-bois d'un épais manteau protecteur, tandis que rien ne lui fait obstacle sur la lande. Les basses températures qui sévissent sur les plages de gravier recréent exceptionnellement en zone boréale un microclimat favorable à la croissance de plantes arctiques. Au printemps, les plantes arctiques sont les premières à s'épanouir sur les cailloutis de la lande. Plusieurs d'entre elles sont bien adaptées au rude microclimat. Grâce à ses pétales blancs orientés vers le soleil, la dryas concentre l'énergie pour activer la maturation de ses fruits. Son surnom, fleur de coton, lui vient de ces longues soies que le vent dissémine au début de l'été. Dans ce milieu hostile où la saison chaude est de courte durée, la silène s'agglomère en coussinets pour résister aux assauts du vent, conservant ainsi chaleur et humidité. La plupart des plantes arctiques de la lande exigent un sol calcaire pour survivre. Ce sont des plantes calcicoles. Certaines d'entre elles ont la réputation d'être particulièrement coriaces. Les saxifrages ou briseuses de roches. Munie de rosettes en forme d'artichaut, la saxifrage à isoon a la curieuse propriété d'excréter les solutions calcaires par des pores minuscules couronnant ses feuilles. Sur le sol désertique, la saxifrage se pare de ses plus beaux attraits, tandis que la nature lui réserve une reproduction des plus difficiles. Lentement, la végétation parvient à s'implanter dans les zones les plus dénudées. Ici, les plantes arctiques cèdent la place aux lichens, occupant quelques endroits dispersés où domine le lichen à caribou. Les lichens opposent une grande résistance au vent, au froid et à la sécheresse. Lorsqu'ils sont secs, ils s'effritent facilement. Mais après une averse, ils s'humidifient et retrouvent leur texture spongieuse. Mi-algues, mi-champignons, les lichens possèdent une biologie très complexe et leur croissance est parmi la plus lente du règne végétal. Certains secteurs de la lande sont recouverts d'une épaisse tourbe, formée de débris végétaux entassés depuis des millénaires. Entre les lichens s'enchevêtrent des arbustes bas, pour la plupart des éricacées, dont les fleurs ressemblent à de petites cloches. Dans cet endroit abrité de la lande, des plantes plus fragiles trouvent refuge, notamment plusieurs orchidées, dont le cypripède jaune, communément appelé sabot de Vénus, et le calypso bulbeux, qualifié de véritable chef-d'œuvre de la nature par le frère Marie-Victorin. La flore unique des îles de Mingan avait attiré le célèbre botaniste québécois dans les années 20. Mais c'est le cypripède blanc qui retient aujourd'hui l'attention des chercheurs. En raison du manque d'habitat calcaire en zone boréale essentielle à sa croissance, cette orchidée est l'une des plantes les plus rares dans l'Est canadien. Au mois de mai, des lambeaux de neige épars recouvrent encore les bosquets de la lande. Les premiers oiseaux nicheurs viennent alors s'accoupler dans l'archipel. L'eider à duvet, un canard réputé pour la qualité de son plumage, habite les régions nordiques du globe.
C'est le duvet de la femelle qui sert à la construction et à l'isolation du nid. Dans plusieurs pays, le duvet est recueilli et fait l'objet d'un important commerce. En début de saison, mâles et femelles se rassemblent sous les pâles rayons du printemps. C'est aux futures mères qu'incombera la tâche épuisante de couver. Elles s'alimentent abondamment de coquillages, car elles ne quitteront plus leur nid pendant les longues semaines que durera la couvaison. Quant aux mâles, ils n'auront eu d'autre souci que de servir à la reproduction. Après l'éclosion, ils formeront d'immenses attroupements et délaisseront leurs compagnes, s'envolant vers d'autres régions sauvages. À l'intérieur des îles, la forêt est parsemée de lacs peu profonds, d'étangs et de tourbières. Par leur présence en sol calcaire, ces tourbières possèdent une flore diversifiée et constituent un des rares habitats du genre au Québec. Véritable fabrique de matière organique, les tourbières se développent en bordure d'étangs où s'accumule l'eau de pluie lentement filtrée à travers le sol des forêts. Au fond des étangs, les minéraux se déposent en une vase blanchâtre, la marne. Au bord de l'eau, la drosera emprisonne les insectes dans ses longs poils visqueux. Le trèfle d'eau porte bien son nom. Dans ce milieu détrempé, il sera parmi les premières plantes à fleurir au printemps, tout comme l'andromède. En retrait des étangs, quelques mélèzes s'enracinent dans un tapis humide, propice à la croissance des mousses. La rétention de l'eau et des minéraux au sol favorise l'épanouissement de plantes variées, ainsi que les espèces les plus représentatives de cet habitat calcaire, comme la Tophieldi glutineuse et l'abénaire dilatée, une orchidée dont les fleurs, disposées en épis, répandent un doux parfum. Si la plupart des végétaux s'alimentent d'une eau enrichie au contact du sol minéral, les sphènes s'accommodent principalement d'eau de pluie. De couleur vive, ces mousses, semblables à une éponge, peuvent absorber plusieurs centaines de fois leur poids d'eau pour s'abreuver entre les averses. Les sphènes supportent des arbustes comme le kalmia, reconnaissable à ses fleurs en forme de parapluie, et comme le thé du Labrador, une plante connue pour ses effets euphorisants. Dans ce milieu essentiellement contrôlé par le degré d'humidité, les végétaux forment une épaisse tourbe à l'orée de la forêt, là où l'évolution de la tourbière est la plus avancée.
En bordure de petits lacs, les cormorans à aigrettes ont aménagé de façon particulière un coin de la forêt. Bien qu'ailleurs dans le golfe, cet oiseau marin niche également sur la falaise, il a choisi aux îles de Mingan la quiétude de la forêt pour bâtir son nid dans les épinettes. La présence prolongée des cormorans entraîne une détérioration considérable de la forêt. L'action corrosive de leurs excréments détruit les aiguilles des conifères et limite la croissance de la végétation au sol à mesure que la cormorandière prend de l'expansion. Dans ce milieu désormais sans vie, le cormoran construit son nid à la cime des arbres, échappant ainsi aux rares prédateurs de la forêt. La jeune famille est confinée à cette situation périlleuse pendant que les parents survolent l'océan en quête de nourriture. Du haut de leur nid, les oisillons restent vulnérables à une maladresse ou aux vents violents qui peuvent les projeter vers une mort certaine. Au bout de quelques semaines, l'espace vital se fait restreint pour les jeunes cormorans. Ils se préparent à prendre leur premier envol vers la seule issue possible, le lac, situé à proximité. Là s'établissent les liens sociaux entre les différentes familles de la cormorandière. Les jeunes y étendent leur champ d'aptitude en apprenant à nager et à plonger avant de gagner la mer. L'eau des lacs et des étangs chemine jusqu'au littoral et vient ruisseler sur les escarpements qui bordent les îles. Le suintement de l'eau fournit l'humidité nécessaire aux plantes logeant sur la falaise. Sur le rebord des corniches, l'érosion microscopique de la roche calcaire produit une mince couche de dépôts meubles où s'enracinent des mousses et de minuscules plantes calcicoles, telles l'Androsas septentrionale, l'Orchis à feuilles rondes et la Grassette vulgaire, une violette insectivore capturant ses victimes à l'aide de feuilles gluantes. Sur la falaise, les conditions climatiques sévères, rappelant celles de la lande, expliquent la présence de plantes arctiques. Les sites les plus exposés sont habités par la saxifrage pourpre, une des plantes les plus résistantes du Grand Nord, qui, malgré son apparence fragile, s'accroche solidement aux rocs. Grâce à de robustes racines insérées dans les moindres fissures, l'orpin demeure suspendu aux parois abruptes. Sur quelques surplombs, des arbustes desséchés se laissent lentement envahir par les lichens. Et sur les rochers bien éclairés, le lichen Xanthoria colore de ses teintes vives des formes insolites.
De tous les oiseaux marins nichant dans l'archipel de Mingan, la mouette tridactyle occupe le site le plus spectaculaire. Contrairement au goéland, la mouette tridactyle vit surtout en haute mer. Elle ne fréquente la côte que pour se reproduire sur d'étroites corniches. La hauteur vertigineuse des corniches est recherchée par cet oiseau pourvu d'une grande agilité. Il y installe son nid et le cimente avec de la boue pour qu'il résiste aux intempéries. Habituée au grand froid des océans nordiques, la mouette tridactyle est sensible aux chaleurs pourtant faibles de l'été boréal. Lorsqu'elles seront assez fortes, les jeunes mouettes répondront à l'appel infaillible de la mer, s'envolant vers le large avec la colonie. Les eaux glacées du Golfe sont remuées par les puissants courants de marée qui s'engouffrent sur les hauts fonds entre les îles de Mingan. Appartenant à la famille des pingouins, le gode est un oiseau plongeur dont les ailes étroites et courtes en font un excellent pêcheur. Les îles abritent aussi un autre membre de la famille des pingouins, le macaru moine, dont on retrouve les premières colonies en remontant la côte nord. Avec son gros bec coloré, le macaru ressemble à un oiseau exotique, d'où son surnom de perroquet de mer. Malhabile sur terre et ne pouvant s'envoler à la verticale, il se perche fréquemment sur des rochers élevés, où il se repose entre les longs moments qu'il consacre à la pêche. Venu de l'Arctique pour s'accoupler, le macaru se pare au temps des amours d'un bec magnifique qui subira une mue à la fin de l'été. Mais ce qui distingue le plus le macaru des autres oiseaux marins est qu'il niche au fond d'un terrier patiemment creusé avec ses pattes et son bec sous les éboulis de la falaise. Parmi les nombreux mammifères marins qui fréquentent la région, le phoque gris est l'un des plus communs. Sans valeur commerciale, il est néanmoins chassé à longueur d'année pour sa voracité à l'endroit des saumons et des bancs de morues. D'une longueur dépassant rarement 10 mètres, le petit rorqual circule en solitaire à travers l'archipel. Cette espèce est avant tout côtière, bien qu'elle se rende en haute mer. Venus du large, les dauphins s'aventurent parfois entre les îles, mais c'est à proximité dans le golfe que patrouillent d'importants troupeaux. Nageant à de faibles profondeurs, les dauphins guettent les bancs de poissons repoussés à la surface par les baleines.
Après s'être accouplées en hiver dans les mers du Sud, les baleines migrent au printemps vers l'Atlantique Nord. Le rorqual à bosse franchit ainsi près de 4000 km de la mer des Antilles jusque dans le golfe du Saint-Laurent pour se nourrir. Grâce à ses hauts fonds, la région des îles de Mingan offre des eaux poissonneuses et riches en plancton. Elle constitue un site de premier choix pour l'observation des cétacés. Surnommé l'évrier de la mer, le rorqual commun peut atteindre une vitesse de 30 nœuds, malgré sa taille imposante. Sa rapidité lui a permis d'échapper aux poursuites des baleiniers jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais la chasse abusive qui suivit n'a pas épargné le rorqual commun ni la baleine bleue. 30 mètres, 150 tonnes, le plus grand animal de la création, aujourd'hui en voie d'extinction. L'inlassable érosion des agents naturels a modelé l'archipel de Mingan en une silhouette unique dans le golfe du Saint-Laurent. Lentement, la mer se ferait un chemin à travers les fractures très anciennes qui quadrillent le littoral. Évacuant les débris concassés par le gel, les vagues élargissent et creusent des canaux, délimitant des blocs qui seront retravaillés. En se retirant, la mer dévoile une nouvelle dimension de l'exploitation des fissures dans le calcaire. C'est par ce processus fondamental que naîtront des monolithes d'érosion. Peu à peu, les tourbillons marins chargés de sable abattent les parois des grottes littorales et forment des arches suspendues à la falaise. Lorsque les voûtes s'effondrent, d'autres monolithes voient le jour.
Comme un artisan, la mer modèle à son gré des rochers aux contours arrondis. Sur ces îles désertes, on croirait voir surgir les ruines d'anciennes forteresses. Seuls les écueils les plus durs ont résisté aux assauts répétés des éléments. Au cours des millénaires, les îles de Mingan sont devenues un véritable musée géologique, aux richesses sans cesse renouvelées. Dans ce monde irréel, les forces naturelles ont sculpté des formes géantes, des personnages fantastiques. Issues de la préhistoire, mais en perpétuel changement, ces merveilles fragiles seront ultimement effacées. Elles survivront peut-être pendant des siècles ou seulement le temps d'une vie humaine. Très peu de pays au monde sont pourvus d'un environnement particulier comme celui des îles de Mingan. Un archipel calcaire, habité par une faune et une flore diversifiées, et doté d'une géomorphologie exceptionnelle. Désormais aux frontières de la civilisation, les îles de Mingan seront de plus en plus fréquentées. Il faut espérer que l'on saura préserver ces îles, admirablement façonnées par la nature.